مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المغرب من Washington. My name is Adam Early and I'll be your host for today's show. As always, it's a Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je vous remercie pour votre fidélité. Le monde retient son souffle concernant le processus de paix arabo-israélien. Durant les 2 dernières années, le gendre du président Trump, Jared Kushner, et son conseiller personnel, Jason Greenblatt, ont travaillé sur une proposition américaine pour le règlement définitif du conflit arabo-israélien, qualifié par plusieurs observateurs de l'accord du siècle. Il y a aussi une attention particulière par rapport aux relations entre Israël et le monde arabe. Au mois d'octobre dernier, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a effectué une visite au sultanat d'Oman et il a rencontré à cette occasion le sultan Qaboos. Juste après, le ministre israélien de la Culture a fait un voyage de 4 jours à Abu Dhabi. Durant son séjour, il a visité la grande mosquée Sheikh Zayed. D'autre part, le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie devrait se rendre au Royaume du Bahreïn en juin prochain. Malgré tous ces déplacements de dirigeants arabes et israéliens, il y a encore un maillon de cette chaîne absent dans les titres de la presse, à savoir l'important rôle joué par le Royaume du Maroc comme acteur de la paix entre Israël et le monde arabe. À titre d'exemple, le roi du Maroc, Mohamed VI, préside le comité Al-Quds relevant de l'Organisation de la coopération islamique. La médiation marocaine a aussi été essentielle dans la facilitation des avancées inédites réalisées par Sadat et Begin à la fin des années 70 et dans les négociations de l'accord de Gaza et de Jéricho. Il y a également plusieurs responsables israéliens d'origine marocaine et, plus important encore, aucun accord entre Arabes et Israéliens ou entre Palestiniens et Israéliens ne peut être couronné de succès sans le soutien arabe. Et le Maroc est l'un des rares pays bénéficiant de la confiance des Israéliens, mais aussi des Palestiniens et surtout de celle des États-Unis. C'est pour ça que le Maroc est réellement un partenaire dont on ne peut se passer pour instaurer la paix au Moyen-Orient. Dans cet épisode, nous allons examiner ce qui peut être réalisé dans le cadre du processus de paix en 2019. Quand est-ce que le plan de paix américain sera décliné et quel sera son contenu ? Qu'attendent les États-Unis du Maroc comme soutien et action pour accompagner ce plan de paix ? Et enfin, comment le Maroc peut-il utiliser son influence pour promouvoir la paix au Proche-Orient ? Avec nous pour parler de tout ça, 2 grands diplomates qui ont passé leur vie professionnelle à travailler sur la paix au Moyen-Orient. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Jake Wellis. Il est diplomate, retraité avec plus de 35 ans de travail sur le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Il a été l'un des acteurs actifs à la conférence de paix de Madrid en 1991. Il a poursuivi son parcours jusqu'au mandat du président Obama, quand il a été nommé secrétaire d'État adjoint pour le Proche et le Moyen-Orient. Entre 2005 et 2009, l'ambassadeur Wellis a été consul général et chef de délégation auprès de la Palestine à Jérusalem. Il a aussi été ambassadeur en Tunisie entre 2012 et 2015. Il est actuellement chercheur au Carnegie Institute. Bienvenue à vous. Thank you. Great to be here. Our other guest, Dan Arbel. Notre second invité est Dan Arbel. Il a travaillé durant 25 ans en tant que diplomate. Il a été membre de l'équipe de négociateurs israéliens avec la Syrie. Dan Arbel a occupé le poste de chef du département Amérique du Nord au ministère des Affaires étrangères. Il a également été diplomate ici même à Washington. Actuellement, il est chercheur résident auprès du Centre de recherche sur le Proche-Orient, relevant de l'Université américaine de Washington. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Dan. Dan, we're happy to have you with us. Great to be here, Adam. Thank you. Let's start the discussion, Dan, with Je voudrais donc entamer la discussion avec vous concernant votre point de vue, ou le point de vue d'Israël historiquement sur le Maroc, comme médiateur pour la paix entre Israël et le monde arabe. Absolutely. So,
Absolument. Premièrement, les Israéliens ont une grande appréciation du Maroc. Il y a plusieurs Israéliens d'origine marocaine et ils constituent des ponts entre les deux pays. Au fil des années, le Maroc a participé à la facilitation des efforts de paix entre Palestiniens et Israéliens et entre Arabes et Israéliens. Des efforts qui ont été efficaces en commençant par Camp David et ses contributions avec Israël et l'Égypte, puisque le Maroc a abrité des négociations spéciales entre des responsables égyptiens et israéliens. Le Maroc a poursuivi son action après l'accord d'Oslo en accueillant le premier sommet économique réunissant des responsables et hommes d'affaires arabes et israéliens. Le Royaume a appuyé par la suite les efforts de paix en facilitant les rencontres et les discussions officielles et non officielles dans différents contextes entre Israël et le monde arabe. Il est évident que le Maroc a joué un rôle important et il continuera à le jouer dans l'avenir. Thanks. Jake, let's zero in a little bit on where the peace process. Jake, arrêtons-nous un instant sur le processus de paix au Proche-Orient tel qu'il est aujourd'hui, en le plaçant dans un cadre historique. Vous avez été pendant près de 30 ans au centre des efforts américains pour le règlement du conflit entre les Israéliens et les Arabes. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, vous avez participé à la conférence de Madrid en 1991. Vous étiez également présent à la Maison-Blanche lors de la fameuse accolade entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Vous avez pris part à presque toutes les négociations entre les Israéliens et les Syriens et lors de ce qu'on a appelé la meilleure dernière chance pour la paix à Camp David en 2000, vous connaissez très bien les Palestiniens puisque vous avez été chef de la délégation américaine auprès de l'autorité palestinienne à Jérusalem pendant près de 3 ou 4 ans, je pense. Avec toutes ces connaissances et cette expérience, il y a matière à comparer les approches des administrations Clinton, Bush et Obama. In the past, the United States has been very careful not to present a plan to be accepted or rejected. We've shared ideas. Il y a actuellement une théorie pour l'administration Trump. Les États-Unis étaient très soucieux dans le passé de ne pas présenter un plan qui risquerait d'échouer. Mais ils présentaient des idées pour permettre aux parties concernées par ce conflit au Proche-Orient d'arriver à des résultats par elles-mêmes, c'est-à-dire que les parties prennent elles-mêmes en charge ce processus de paix. Aussi, pour que les différentes questions ne soient pas prises en otage par des préjugés qui soient différents de la réalité sur le terrain, il y a plusieurs propositions et idées concernant le sort de la ville de Jérusalem où la situation définitive doit être décidée. Le président Trump a décidé par exemple de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Suite à cette décision, il y a eu un échange de correspondance entre le président Trump et le souverain marocain, le roi Mohamed VI. Le roi du Maroc a expliqué clairement au président Trump les problèmes que peut engendrer cette décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Le président Trump a répondu dans une lettre cordiale que la solution définitive sera différente de cette question de transfert de l'ambassade à Jérusalem. Là, on remarque que le président Trump parle d'un plan qui n'a pas encore été présenté. Mais peut-on y voir un plan américain qui confirmerait le rôle des États-Unis comme médiateur impartial et neutre? Ou va-t-on assister à un plan mort-né le jour de sa présentation?
we are no longer impartial. Premièrement, l'approche de l'administration Trump est très différente de celle qui l'ont précédée. Comme vous l'avez dit, j'ai suivi ce dossier pendant près de 3 décennies avec les administrations Bush, Clinton et Obama. Toutes ces administrations ont œuvré pour la paix au Moyen-Orient. Elles ont agi de sorte à parvenir à l'objectif de la solution à 2 États. Cette orientation était claire sous l'administration Obama et lors du 2e mandat du président Bush, mais également quand Clinton était à la Maison-Blanche. À l'arrivée de Donald Trump, et dès les premiers moments, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a dit « 1 ou 2 États, ça m'importe peu ». Mais la vraie différence était sans équivoque la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et la décision d'y transférer l'ambassade américaine. Les administrations précédentes refusaient ça et elles étaient soucieuses parce qu'elles savaient que les États-Unis allaient se positionner dans le camp d'une seule partie dans une question très sensible entre Israël et les Palestiniens, à savoir la ville de Jérusalem. Pour Donald Trump, il a décidé d'écarter cette question de la table des négociations en faveur d'Israël. C'est un positionnement très différent jusqu'à présent. L'administration Trump n'a pas proposé aucun plan de paix, aucun détail n'a été précisé publiquement. On ne sait vraiment pas ce que va faire cette administration alors que 2 ans se sont écoulés. Personne ne sait ce qui se passe et on ne peut même pas faire des projections sur ce qui va se passer. Ce qui va encore compliquer plus les choses, ce sont les élections israéliennes prévues au mois d'avril. Ça n'a aucun sens de proposer un plan de paix maintenant, avant ces élections. Il faut donc attendre le scrutin et la formation du nouveau gouvernement israélien. Ça veut dire qu'il nous faudra attendre encore plusieurs mois. L'autre différence entre l'administration Trump et les autres administrations, c'est que les précédentes administrations essayaient d'établir un certain équilibre entre les Palestiniens et les Israéliens. Il est évident que nous avons des relations étroites avec Israël, mais les autres administrations cherchaient un équilibre en établissant des liens avec les Palestiniens. L'administration Trump n'a pas seulement reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, elle a aussi fermé la délégation palestinienne à Washington et le consulat américain à Jérusalem que j'ai dirigé pendant 4 ans. L'administration Trump a annulé les aides aux Palestiniens et à l'UNRWA qui soutient les réfugiés palestiniens et les hôpitaux palestiniens à Jérusalem-Est. Il n'y a donc pas de relation entre l'administration Trump et l'autorité palestinienne. Il m'est par conséquent difficile de me projeter sur un plan de paix qui serait posé sur la table des négociations. Oui, mais alors comment se positionnent les Palestiniens? Ils ne sont pas dans une position confortable. Les Palestiniens ont déclaré qu'ils ne participeront à aucune opération de paix pilotée par les États-Unis. C'est une déclaration simple à faire, mais il est difficile de joindre l'acte à la parole. Il n'y a aucun autre acteur, ni les Européens, ni les Asiatiques, ni les Russes, ni même l'ONU, qui peut jouer le rôle des États-Unis au vu de ce qui a été accompli par le passé et compte tenu des relations américaines avec Israël. Oui, je pense que les États-Unis ont un rôle dans cette opération. Si les Palestiniens refusent que les États-Unis participent à cette opération, c'est tout le processus de paix qui risque d'être abandonné. Excellent. Ceci nous amène à ce dont nous allons discuter après la pause. Si les États-Unis ont perdu quelque peu leur influence, qui peut remplir ce vide? Merci, chers téléspectateurs, de rester avec nous. Et juste après la pause, avec Jake Willis et Dan Arbel, nous allons évoquer le rôle du Maroc dans ce dossier.
Bon retour dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Hurley et nous nous intéressons dans cet épisode au processus de paix au Proche et au Moyen-Orient et surtout au rôle du Maroc comme facilitateur des négociations afin de parvenir à une paix entre les Arabes et les Israéliens. Nous en parlons avec l'ambassadeur Jake Willis et Dan Orbel. Avant la pause, on a évoqué le rôle du Maroc comme médiateur entre Israël et les Arabes. On a aussi parlé du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et de la faiblesse des relations entre l'administration Trump et l'autorité palestinienne. À présent, jetons un coup d'œil sur la position du monde arabe et son interaction avec le processus de paix. Nous avons souligné l'importance du soutien arabe au processus de paix et ça a été toujours un facteur important dans la recherche de la paix. Mais maintenant, à l'ère de l'administration Trump, il y a une approche et une vision extérieure qui sont prises en considération avec un raffermissement des liens de l'Amérique avec les pays islamiques et arabes sunnites, et cela pour influencer la position arabe de l'intérieur. Alors, vous pensez que cette tactique est réaliste ? Deuxièmement, en partant du constat de Jake, si les Palestiniens ne font plus confiance aux États-Unis comme médiateur impartial, pensez-vous que les Arabes offriront aux Palestiniens ce que ne leur ont pas offert les États-Unis ? Je pense que le soutien des pays arabes à la paix entre Israéliens et Palestiniens revêt une grande sensibilité. Il est clair que pour tout dirigeant israélien, que ce soit Netanyahou ou que ce soit son successeur, faire adhérer l'opinion publique israélienne à la conclusion d'une paix entre Palestiniens et Israéliens ne sera pas facile. Cependant, il sera plus simple de proposer une normalisation générale avec le monde arabe et non pas faire valoir seulement un accord avec les Palestiniens. Ça, c'est quelque chose qui peut être accepté par l'opinion publique israélienne. Tout dirigeant israélien sera intéressé par ça, mais la question qui se pose, c'est quelle est la limite que peuvent atteindre les dirigeants arabes dans leur soutien au processus de paix s'ils ne sont pas sûrs de la direction qu'ils voudraient que les choses prennent. Pour être clair, la position actuelle des États-Unis vis-à-vis des Palestiniens n'est acceptée par aucun pays arabe. Cela entend que pour qu'il adhère au processus de paix, il faut qu'ils perçoivent une crédibilité et un certain équilibre dans la position américaine et dans leur interaction avec les revendications et aspirations palestiniennes aussi. Palestinian demands and aspirations as well. And let me ask you, in response to that, Jake, I mean, everything's a... Jake, en réponse à ce que vous venez de dire, toute chose doit avoir une contrepartie. Comme l'a mentionné Dan, les Arabes aimeraient recevoir quelque chose ou que les Palestiniens reçoivent quelque chose en contrepartie. Que peuvent donc obtenir les Arabes ou les Palestiniens de la part des États-Unis en contrepartie du soutien aux Palestiniens ? By helping the Palestinians? Tout d'abord, il y a une forte solidarité avec les Palestiniens dans l'ensemble du monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe. C'est un premier leitmotiv chez les Arabes. Deuxièmement, et c'est là un facteur nouveau, il y a des intérêts communs entre Israël et certains pays du Golfe à cause de l'Iran. Ils perçoivent l'Iran comme un ennemi commun et cet élément entrave le processus. La difficulté, c'est que les Arabes ne peuvent pas aller plus loin dans leurs relations avec Israël s'il n'y a pas d'avancée côté palestinien. Nous avons établi ce constat après la conférence de Madrid. Il y avait un processus bilatéral et un autre multilatéral.
Les négociations bilatérales avec Israël poussaient les discussions régionales. Quand il y a eu des avancées au niveau bilatéral avec Israël, une évolution a été enregistrée au niveau régional. Et s'il n'y a pas de dynamique bilatérale, le multilatéral s'essouffle. Cette règle qui prévalait dans le passé est toujours d'actualité. Il existe donc des intérêts communs, mais les pays arabes ne peuvent pas se substituer aux Palestiniens. Let me ask you, Dan, bearing that in mind, Dan, je voudrais vous poser cette question en prenant d'abord en considération ce que vous venez de dire. Donc, si on dit que le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à Israël, c'est la normalisation de ses relations avec le monde arabe, et que le règlement du conflit avec les Palestiniens est un facteur important pour y parvenir. Alors, quel est le prix que le gouvernement israélien est prêt à payer aux Palestiniens pour atteindre ce but ? C'est une bonne question. Tout dépend de qui sera aux commandes en Israël. Actuellement, la droite israélienne ne veut pas faire de grandes concessions pour parvenir à ce que vous avez exposé. Quand les choses seront plus réalistes et quand on aura une partie palestinienne désireuse de s'asseoir et de négocier, là on se posera la question, quelle sera la disposition des Israéliens à faire des concessions ? Le fait de faire des concessions est une chose pénible pour tout dirigeant israélien. Pour qu'il soit à même de faire des concessions, il faut qu'il fasse confiance à l'autre partie. Selon la droite israélienne, durant les dernières années, il n'y a pas de partenaire de l'autre côté. Il faut qu'on ait le sentiment d'avoir un partenaire et il faut qu'Israël obtienne des garanties de la part de l'administration américaine pour avoir assez de soutien dans ces négociations et des résultats qui peuvent en découler. Jake, à présent, faisons un focus sur le Maroc. Vous avez passé de longues années, non seulement en tant qu'ambassadeur auprès de la Tunisie, mais aussi en tant que responsable du département d'État. Vous avez parlé avec plusieurs responsables et gouvernements arabes, et le Maroc est un cas particulier à ce niveau à cause de ses relations avec Israël. C'est un pays qui est crédible dans sa médiation. Il l'a démontré lors des précédentes négociations de paix. Dans le cadre de la participation de parties extérieures dans les efforts de paix, qu'attendent les États-Unis du Maroc, selon leur nouveau plan de paix? Que peuvent demander les États-Unis au Royaume du Maroc et quels sont les éléments réalistes que le Maroc peut accepter? Commençons par ce qui peut être demandé au Maroc. Parmi les choses qui ont été réalisées par le Maroc et qui ont été très déterminantes dans les années 90 pendant le règne du roi Hassan II, c'est le volet économique. Quand le royaume a abrité le premier sommet économique réunissant des responsables et hommes d'affaires israéliens côte à côte avec leurs homologues arabes. C'était à Casablanca en 1994. L'impact était très important à l'époque. L'administration Trump pourrait demander ce genre d'action au Maroc, mais encore une fois, je ne sais pas si l'administration Trump réfléchit à ça. Aujourd'hui, elle concentre son travail avec l'Arabie saoudite, mais le plus sage, c'est d'élargir son cercle de réflexion en associant des pays comme le Maroc, qui peut jouer efficacement ce rôle, comme il l'a fait dans le passé. Dan, dites-nous comment le Maroc peut-il faire pour aider et pour pousser Israël à faire des concessions nécessaires et acceptables à l'intérieur même du jeu politique israélien. Bien. Les relations d'Israël avec le Maroc sont stables et bonnes. Il y avait un bureau de liaison israélien au Maroc jusqu'à l'an 2000. Il a été fermé suite à la seconde intifada. Il y avait des relations diplomatiques officielles qui se sont arrêtées. Toute forme de normalisation du Maroc avec Israël, soit par des délégations,
ou des vols directs ou n'importe quel contact public avec le gouvernement israélien. Tout signal peut faire qu'Israël fasse confiance au Maroc en tant que médiateur et acteur à tout futur processus de paix. And Jake, Dan mentioned the gestures, right? Important, meaningful gestures. What is your sense of Jake, quel est votre point de vue concernant ce que Dan a évoqué, c'est-à-dire l'importance de faire un geste, de faire des concessions à son adversaire? Donc, je voudrais savoir, quel est votre sentiment par rapport à ces signaux? Quels doivent être ces signaux? Il est difficile pour un pays arabe d'agir unilatéralement et sans concertation avec les autres pays de la communauté. La position de certains pays qu'on peut qualifier, disons, de modérés, comme le Maroc, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn ou le Sultanat d'Oman, vu votre expérience et lors des échanges entre les États-Unis et les pays arabes, est-ce que vous pensez qu'il y a des changements dans les positions et les politiques des pays arabes vis-à-vis d'Israël? Je pense que présentement, il y a une fracture dans la position des pays arabes pour plusieurs raisons. Cette question n'a pas été au centre des préoccupations depuis fort longtemps. Les États-Unis n'ont pas proposé de plan de paix et les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens sont à l'arrêt. J'estime qu'avant qu'on ne demande d'aide au Maroc, il faut que les Israéliens et les Palestiniens démontrent leur disposition à négocier et qu'ils se font mutuellement confiance. Par ailleurs, il faut que les États-Unis jouent un rôle dynamique, non seulement par la proposition d'un plan de paix, mais aussi en organisant des négociations entre les parties, en demandant le soutien de pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et d'autres pays modérés, comme vous les avez qualifiés. Il faut également demander le soutien des Européens. C'est une initiative diplomatique compliquée, mais nécessaire. Je n'ai pas connaissance d'une démarche de l'administration Trump dans ce sens, et c'est important à mon avis. Le Maroc avait donc un rôle important dans le passé, et il peut aujourd'hui aussi jouer un rôle crucial sur le volet de la diplomatie multilatérale. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci, chers téléspectateurs. Merci à l'ambassadeur Wellis et à Dan Erbel. Nous sommes aussi de grands admirateurs du Maroc et de Média TV. Merci pour votre attention et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos avis sur Twitter à l'adresse suivante @eoredija. À bientôt. Merci. إلى اللقاء.